we go. Rolling on one. Installer une cartouche sur un bord de lecture, c'est probablement l'opération la plus commune qu'on peut être appelé à faire quand on a un tourne-disque. Malgré tout, il y a beaucoup de monde qui ont peur de faire ça parce que c'est un travail délicat. On travaille avec une pièce d'équipement qui est très petite, qui est fragile, avec une aiguille qu'on peut casser facilement. On pense qu'on n'a pas forcément les connaissances et les outils pour le faire. Ou au contraire, on fait ça à l'œil sans trop se rendre compte du niveau de précision que ça exige. Parce que oui, c'est un travail de précision. Mais pour autant, c'est pas du rocket science, c'est pas extrêmement sorcier. Je pense qu'avec les bons outils, qui sont pas compliqués, faciles à obtenir et voire même gratuits, et une bonne méthode, à peu près n'importe qui peut y arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit guide de vidéo-là, que j'ai voulu quand même le plus complet possible, et c'est pour ça que je l'ai fait en 2 étapes. Dans une première partie, je fais essentiellement les bases, mais avec beaucoup d'explications. Dans une deuxième partie, je m'intéresse à des cas un petit peu plus particuliers, et que je vous invite quand même à regarder en entier avant de commencer le travail. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Autre chose, je crois que même pour ceux qui ont des tables tournantes qui viennent avec des cartouches prémontées ou une coquille avec la cartouche prémontée, je vous suggère fortement de le vérifier parce que les montages en usine ne sont pas forcément fiables, c'est fait à la chaîne. Donc c'est une bonne chose, je pense, dans tous les cas, même avec une cartouche prémontée, de le vérifier. Là, évidemment, on parle des cartouches à montage demi-pouce qui permettent l'ajustement. Ça ne vaut pas pour les montages de type P-mount ou pour les cartouches céramiques des tourne-disques les plus cheap. Vous allez voir aussi au courant de la vidéo que je dis indifféremment cartouche ou cellule, on parle de la même chose. De la même manière, je dis headshell ou coquille, on parle encore une fois de la même chose. Finalement, dernier conseil avant de commencer, soyez frais et dispo, dans un état calme et reposé, pas surexcité, pas trop fatigué, pas sous influence, à moins que ça soit votre état normal. Et puis aussi, dernière chose, portez des manches courtes. Hein? On ne veut pas s'accrocher dans l'aiguille avec une manche longue, on n'est pas là pour faire du tricot. Allez, c'est parti. Donc, on fait une première installation. Avant de commencer, on va juste voir ce que ça vous prend comme outil, comme disposition. Donc, toujours s'installer sur une table droite de niveau solide, dégager le plus possible sur les côtés. Le niveau, c'est très important parce que l'ajustement même de la table tournante dépend du fait qu'elle soit au niveau. Donc, on a par exemple ici un petit niveau à bulle rond. On peut vérifier ça. On est dans la marge acceptable, donc ça va. Si vous n'avez pas de niveau rond comme ça, un niveau droit, un petit niveau torpille, va faire le travail aussi. Donc, vous prenez une mesure dans ce sens-là, vous prenez une mesure dans ce sens-là et une mesure dans cet axe-là qui est l'axe de la lecture. Ensuite, qu'est-ce que ça vous prend? Un jeu de micro-tournevis ou avec des têtes interchangeables comme celui-là. Actuellement, on a une tête plate dessus, c'est celle qui va nous servir aujourd'hui. Vous pouvez aussi rencontrer des fois des têtes cruciformes ou encore Allen, hexagonales. Une pince à bec fin et long, communément appelée long nose, absolument indispensable à mon avis, vous allez voir pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que ça vous prend? Achetez-vous ça, une balance. Vous avez beaucoup de contrepoids qui ont des molettes graduées. Il y a une façon de calibrer et ça va, mais c'est pas toujours extrêmement précis. Et puis, il y a surtout plein de tables où il n'y a pas ce genre de molettes graduées-là. Donc, ça vous prend une balance. Ça, vous pouvez en trouver facilement sur un site que je nommerai pas, mais que tout le monde connaît, pour à peu près un peu plus de 20 $, quoi, entre 20 et 25 $. C'est Stylus Gauge, sous ce nom-là, vous allez trouver ça. Qu'est-ce que ça vous prend encore? Ben là, on a évidemment une cellule qu'on va vouloir installer, et puis aussi une coquille, un headshell communément appelé. Je vais vous expliquer pourquoi j'en ai une de remplacement. Et finalement, le protracteur. C'est ce qui vous permet de faire l'alignement. Vous avez plusieurs modèles que vous pouvez trouver en ligne, entre autres sur Vinyl Engine, mais je crois qu'ils ne prennent plus de nouveaux abonnements, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que vous pouvez trouver ça en ligne, c'est des protracteurs universels. Très important quand vous downloadez et que vous imprimez ça, de vérifier que vous êtes bien à l'échelle. Il y a toujours une référence pour vérifier l'échelle. Très important de la faire, sinon votre mesure, votre calibration ne sera pas bonne, tout simplement. Ici, on en a un avec l'alignement Bearwald et l'alignement Lefren. Ici, vous en avez un avec la grille Bearwald que j'ai collée sur un carton pour des questions pratiques. Il y en a toutes les sortes. Ici, on a un SME. Ici, on a un Avid avec un miroir pour l'azimut. C'est intéressant. On y reviendra sur la question de l'azimut. Ensuite, ici, un Clear Audio avec une référence linéaire qu'on aligne sur le pivot du bras.
Ici, encore un dédié spécifiquement aux tables Technics, mais pour faire un alignement Bearwald, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, les alignements sur les Technics et sur à peu près toutes les tables japonaises, c'est un alignement Stevenson. Et puis, il y a celui-là aussi qui vient, qu'on trouve sous différentes formes. Celui-là, il venait avec le disque Hi-Fi News. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui parce que je le trouve très pratique. Puis, il y a 3 modèles dessus. Alors, on va travailler avec celui-là. Mais je répète, hein, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour ça. Vous allez trouver des protracteurs en ligne facilement, pour rien, que vous imprimez, que vous pouvez même faire laminer, comme ça ici. Toujours, je le répète, très important de vérifier que vous êtes bien à l'échelle avec la référence qu'il y a sur la feuille. Voilà. Petite parenthèse pour les protracteurs, j'en profite pour simplement vous donner les mesures des 3 types d'alignements qui représentent chacun des géométries qui ont leurs avantages et leurs inconvénients en termes de distorsion, aucune n'étant parfaite, sauf peut-être la géométrie des bras tangentiels, mais ça c'est une autre histoire, à laquelle on viendra peut-être une autre fois. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous référer aux recommandations du fabricant de votre tourne-disque ou de votre bras si vous l'avez acheté séparément. Retenons tout de même que l'alignement Lovegren favorise la section médiane des disques, la Stevenson, la fin, et enfin, la Bearwald, aussi appelée la Lovegren A, offre la meilleure moyenne. C'est pour ça que c'est la plus utilisée. Et je vous montre aussi un graphique d'un type qu'on voit très souvent qui illustre la progression de la distorsion dès qu'on s'éloigne des null points. Ces graphiques-là sont nettement exagérés. Ils sont faits pour illustrer un phénomène. En réalité, la progression de la distorsion est très minime, voire inaudible. En fait, même, je dirais jusqu'à dire que vous risquez plus d'avoir de différences audibles selon le type de pointe que vous allez choisir. Mais c'est une illustration qu'on voit souvent parce que ça montre quand même bien l'importance d'un alignement. Mais s'il est bien fait, peu importe lequel des 3 types vous aurez choisi, ça va bien aller, quoi. Donc, on est prêt à commencer. On va barrer le bras ici, s'assurer qu'il n'arrive rien de dommageable. Pour l'instant, lui, on va l'enlever. Alors, ça, c'est la partie facile. C'est un bras en S avec une coquille détachable. Facile pour travailler sur la cellule. Maintenant, on va enlever... En fait, je n'enlèverai pas la cellule de ce hedge-là parce qu'on va enlever l'ensemble, on va remplacer l'ensemble. Ça, c'est la fameuse coquille SH98 de Technics. Vous voyez, il y a une vis unique ici sur le dessus qui tient un petit chariot, l'autre côté, sur lequel est fixée la cellule elle-même. Donc, ça oblige à visser la cellule par en dessous. Beaucoup de cellules aujourd'hui qui ont des filets intégrés, ça pose un problème parce que vous ne pouvez pas le visser par le dessus, à moins de faire une altération sur le petit chariot, mais bon, ça devient un peu compliqué. L'autre raison pour ça, c'est que le chariot ne permet un ajustement que de l'avant à l'arrière. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était souvent utilisé de pair avec ce petit bidule-là ici qui permettait de faire l'overhang. Alors, ça permet de faire l'overhang, mais pas l'alignement. S'il y a une erreur d'angle comme ça, vous ne le saurez pas. Cela dit, avec ça, il n'était pas supposé en avoir puisque le chariot n'a pas de mouvement de rotation. Il fait juste avant-arrière. Donc, c'était bien pratique et ça ne servait que pour faire les alignements Stevenson à l'époque. Ça limite un petit peu le choix aujourd'hui où on utilise le plus souvent qu'autrement, en fait, l'alignement Bearwald. Donc, on enlève l'ensemble. On se donne même pas la peine de défaire la cartouche. On va y aller avec le nouveau headshell, la nouvelle coquille que voici, qui est une copie, en fait, du modèle subséquent de Technics. Vous voyez, là, il y a 2 fentes de chaque côté qui sont allongées et ça permet justement de varier les positions pour pouvoir aller chercher le type d'alignement qu'on veut. Et puis, vous avez les fils qui sont dessus aussi, qui a toujours le même code de couleur. Hein. Ça, c'est universel. Et là, les fils viennent de monter dessus. On sait qu'ils sont en bonne position. Mais à vérifier, si jamais vous avez un doute, que les fils soient bien dans la bonne position au départ sur la coquille. Donc, vous avez un positif droit, un positif gauche, un négatif droit, un négatif gauche. Et c'est toujours les mêmes couleurs. C'est-à-dire que le positif droit, c'est le rouge. Le positif gauche, c'est le blanc. Et le négatif droit, c'est le vert. Les couleurs de Noël, facile à se rappeler. Et le bleu, c'est le négatif gauche. Les couleurs de Hanouka, si je me souviens bien, si je ne fais pas erreur. Donc, un aide-mémoire facile. Alors, on a une coquille. On a ici une cartouche Audio-Technica
AT-VM95E, qui n'est pas le modèle le plus de base. C'est une pointe elliptique bonded qu'on appelle, donc collée. C'est-à-dire que vous avez uniquement le petit bout, l'extrémité de l'aiguille qui est le diamant qui est collé sur un shaft, une partie métallique. Alors, c'est un peu plus massif, mais ça permet de faire des grosses économies d'échelle. Cette cartouche-là, au complet, se vend aux environs de 89 $ aujourd'hui. Vous pouvez avoir une variété d'aiguilles qui va sur ce modèle de cartouche-là. Le modèle en dessous, c'est un modèle conique qui est la bleue. Et ensuite, vous avez aussi des modèles elliptiques nude, c'est-à-dire que le shank, le diamant au complet, c'est du diamant, donc qui est monté sur le cantilever directement. Il n'y a pas de métal intermédiaire. Ça allège la masse, donc ça permet une plus grande agilité dans le sillon. Au-dessus de ça encore, vous avez la ML, la Microline, que j'ai ici. Puis vous avez aussi la SH, la Shibata. La Shibata qui est intéressante aussi, qui est aussi dans un profil qu'on appelle Fine Line, qui est un peu plus cher, essentiellement parce que Shibata est une marque déposée, donc il y a des droits à payer là-dessus. Moi, ma préférée, c'est la ML, mais pour l'instant, on va y aller avec celle-là ici. On met ça de côté. Là, on a ici les petites vis. On va déballer ça. Voilà. Alors, je vais prendre le modèle de plus court de vis. C'est suffisant pour ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Et vous voyez aussi, vous avez des petites rondelles de plastique. Je ne sais pas si c'est du nylon exactement. Il y en a une qui est déjà sur la vis ici. Moi, je les utilise pour deux raisons principalement. C'est que quand vous avez une belle coquille neuve comme ça, ben, ça protège le fini, parce que c'est quand même une vis en métal, et qu'en la tournant, ben, on peut marquer la coquille. On ne veut pas nécessairement ça. Et puis, l'autre raison, c'est que quand on va faire l'ajustement, et on va voir tout ça, là, toute la procédure, on va la voir ensemble, et que vous avez passé un bon moment à faire un ajustement précis, et que vous arrivez au moment du serrage final pour bien sécuriser la position et qu'à cause de la tête de la vis et du frottement sur les bords, il y a un petit mouvement qui se crée, vous venez de perdre votre alignement. C'est un peu fâchant parce que ça peut être un petit peu long et laborieux à faire. On ne veut pas risquer de le perdre pour une niaiserie comme ça. Donc, ce qu'on fait... Alors, vous voyez, hein, en ce moment, le protecteur d'aiguille est dessus. Donc, je travaille de façon sécuritaire. Il n'y a pas de danger que je magane l'aiguille. Là, je l'ai serré juste un petit peu, ce qui me permet d'avoir du mouvement, mais elle n'est pas complètement lousse. Ça ne se promène pas toute seule. C'est ce qu'on veut pour travailler pour l'instant. Donc, si vous n'avez pas de protecteur d'aiguille, le plus sécuritaire, c'est d'enlever carrément l'aiguille au complet. On ne veut pas risquer de faire du dommage à cette étape-ci du travail. Bon, là, je laisse dessus avec le protecteur. Maintenant, alors, on va brancher les fils dans les choses que je n'ai pas mentionnées tout à l'heure parce que ça dépend de chacun. Moi, j'ai des lunettes 3X que je rajoute sur mes lunettes ordinaires pour bien voir ce que je fais. Et il y a également une loupe dont vous pouvez avoir besoin. Vous avez toujours une identification sur la cartouche, soit par code de couleur ou en toutes lettres, comme ici, par exemple, vous avez le R et le L, donc right et left, plus et moins. Le plus est en haut. Le right est à droite. Donc, vous voyez, voilà. On pose ça ici. On a le blanc de l'autre côté. Voilà, vous voyez. Ensuite, le négatif du côté droit et le négatif du côté gauche qu'on va aller chercher. Alors, là, tout à l'heure, j'ai pas pris la peine de démonter l'autre cartouche. Mais je vais faire comme si on le faisait. Vous voyez que je tiens la cartouche et que j'appuie la pince sur mon pouce pour faire un mouvement de bascule, ce qui me permet d'enlever les clips facilement, sans mouvement brusque, sans tirer et de risquer de tout arracher d'un coup sec. C'est la façon, à mon avis, la plus prudente de le faire. Voilà, je la remets en place. Et puis là, on a une cartouche qui est branchée et qui est sommairement installée. On va la mettre maintenant sur le bras. Et voilà, on va ranger ce qui ne nous sert pas.
On met ça ici. On a maintenant une cellule qui est installée. Et on va mettre notre table tournante au neutre. Assurez-vous de pouvoir manipuler le bras si vous avez un déclenchement automatique avec le bras, que le plateau ne se mette pas à tourner pendant qu'on fait les ajustements. Vous pourriez encore une fois avoir un accident, ça serait fâcheux. On ne veut pas ça. Elle, j'ai la chance d'avoir une position neutre, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement débrancher le courant de la table pour pas que le plateau bouge. On va faire une première pesée sommaire. La force recommandée moyenne pour cette cellule-là, c'est 2 grammes. On va aller vérifier ce qu'on a. On a 2,5. Ben, ma foi, on est vraiment très proche. Mais supposons on va faire la méthode la plus souvent recommandée qui est avec l'équilibre zéro. Je vais quand même vous le montrer. Vous voyez, par exemple, on met l'anti-skating ici à 0 aussi, pour pas que le bras soit tiré vers l'extérieur. Et on met le bras dans une position flottante. À peu près comme ça, vous voyez. À peu près en position parallèle avec le plateau, le plus proche possible sans y toucher. On voit que ça flotte. C'est ce qu'on veut. Donc, on sait à ce moment-là qu'on a 0 g de force d'appui. Alors, vous voyez que ça se déplace en 2 parties. Il y a le contrepoids et puis il y a le petit cadran d'ajustement ici qui est gradué. Alors, on est à 0 force d'appui, on le met à 0. En théorie, si je vais l'avancer maintenant jusqu'à 2 grammes, on devrait avoir 2 grammes. Voyez-vous, là, je suis à 2 grammes. On va vérifier avec la balance. Et on a pile poil 2 grammes. C'est excellent. Ça pourrait ne pas être le cas. Je l'ai dit, je le répète. La balance comme ça, c'est votre meilleur ami pour avoir la vraie mesure. Voilà. Donc, on a une pesée. On va la refaire à la fin parce que là, on va probablement bouger un petit peu l'aiguille et en fait, toute la cartouche. Et ça, ben, ça peut faire varier la force d'appui, évidemment. Donc, on sort un protracteur. J'ai dit que j'utilisais celui-là tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire. Ici, vous avez les 2 points pour un stupid protractor. Alors, on fait une première vérification. On regarde comment se produit l'alignement. Vous voyez, il y a un point très précis d'indiquer ici. On va aller déposer l'aiguille sur ce point-là. Et ce qu'on veut, à cette étape-ci, c'est que l'aiguille soit alignée. C'est-à-dire qu'on regarde la position du cantilever. Et là, on voit qu'on est légèrement en déviation vers l'extérieur. Donc, on va le ramener une petite affaire comme ça. C'est presque rien, hein, mais il faut être précis. Bon. Ça me paraît assez bon. Maintenant, il faut aller vérifier l'autre grille. On va voir si ça correspond aussi. Et bon, alors, j'ai l'habitude, hein, parce que c'est comme pas mal pile poil dessus. L'important, c'est d'avoir la bonne position sur les 2 points, ces 2 points-là, les 2 null points. Les null points, je fais une petite parenthèse là-dessus, vous expliquer ce que c'est. C'est les 2 endroits, en fait, sur le parcours du disque où il n'y a aucune erreur d'angle. Pourquoi on parle d'erreur d'angle? Parce que tout simplement, le bras est monté sur un pivot. Donc, il décrit un arc de cercle. Il décrit un arc de cercle, mais si on imagine un rayon qui part du centre vers l'extérieur et qu'on l'imagine ici dans l'axe de cette... Attendez, on va prendre celui-là. Ici, c'est plus évident. Mettons, on a un rayon ici. Vous voyez que là, je suis en dessous de ce rayon-là, mais plus j'avance, et très rapidement, on est au-dessus du rayon. Cette partie-là au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'overhang. C'est un truc de géométrie que les ingénieurs ont trouvé pour minimiser l'erreur d'angle parce que, comme vous le savez sans doute, au moment de la gravure, quand on fabrique les disques, le graveur lui-même fonctionne de façon tangentielle, c'est-à-dire qu'il suit exactement un rayon comme ça, en ligne droite. Il n'est pas sur un arc de cercle. Donc, on veut éviter les erreurs d'angle le plus possible et c'est la géométrie des bras qui fait qu'on arrive à minimiser cette erreur d'angle-là. D'ailleurs, vous pouvez voir, si je vous fais la démonstration ici,
Je passe sur l'extrémité et je m'en vais graduellement en suivant la ligne vers le centre. Vous voyez que l'erreur est très minime. Voyez-vous, même jusqu'au bout ici, là on voit qu'il commence à avoir une erreur, mais c'est vraiment très minime. D'où d'autant plus l'importance de faire un alignement le plus précisément possible. Imaginez que vous voulez avancer dans une piste et que vous avez un chariot qui est de travers comme ça. Ça va poser un problème, c'est un peu ça le principe. On veut être droit dans le sillon. Si ça n'avait pas été bon, je vais le faire pour les besoins de l'exemple, je vais le faire de travers un peu. Je vais m'en aller comme ça. Et puis, en l'avançant, alors, voyez-vous là, j'ai un alignement qui semble bon sur cette grille-là. Ça va. Alors, je l'amène sur l'autre grille. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit une erreur d'angle, on voit qu'il s'en va comme ça. Alors, c'est ça qu'il faut corriger. Il faut qu'on ait la bonne position sur les deux grilles. Et c'est là, je disais qu'on peut gosser, pardonnez-moi l'expression, plusieurs fois avant de trouver la bonne moyenne pour avoir le bon emplacement sur les deux grilles. Je resserre un petit peu parce que c'est un petit peu trop lousse. Alors, je reprends ça ici. Alors, ça c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, petite affaire encore. On va reculer. Ouais, ça c'est très bon. Ensuite, ici, on revérifie. Et voilà, ça c'est très bon aussi. Voilà. Donc, on le fait. C'est sécurisé. On va faire le serrage final. Maintenant, on sait qu'on est vraiment à la bonne place. Voilà. Alors, vous serrez fermement, mais pas excessivement non plus. Juste bien, c'est quand même assez petit. On n'a pas besoin d'y aller en malade. Donc, là, on a une cartouche alignée. On va revérifier la pesée, voir que rien n'a bougé de ce côté-là. 2 grammes, c'est bon. Alors, 2 grammes, il y a toujours une marge de manœuvre. Hein. Je pense de mémoire que celle-là, ça va de 1,75 à 2,25 ou 2,22 de mémoire. Et dans la plupart des cas, vous avez comme ça une marge de manœuvre. C'est très important de la respecter, cette marge de manœuvre-là, parce que c'est la plage, si vous voulez, pour que votre aiguille travaille correctement. Et là, je vais parler de ce qu'on appelle le rake angle, c'est-à-dire que c'est l'angle de l'aiguille dans le sillon, qui est habituellement toujours, c'est pas 90 degrés, normalement c'est 92 degrés. Pourquoi 92 degrés? C'est que si on fait 90 degrés, au moment de la gravure, les copeaux ont tendance à partir en morceaux. Alors que si, au moment de la gravure toujours, on varie juste un petit peu et on met ça à 92 degrés, à ce moment-là, c'est un filet continu qui est enlevé à la gravure. Ce qui fait qu'on veut le plus possible reproduire cet angle-là au moment de la lecture. Donc, c'est ce qu'on appelle le rake angle. Et ça, si vous êtes en deçà ou au-dessus de la force d'appui recommandée, ben, je veux dire, le cantilever, c'est une toute petite partie qui fait quelques millimètres à peine avec l'aiguille au bout. Ça bouge comme ça. Donc, vous voyez que si vous avez une force excessive, vous montez trop, ben vous perdez votre angle. Et s'il n'y en a pas assez, encore une fois, vous perdez votre angle. Donc, c'est important pour ça de garder vraiment la force d'appui recommandée. OK, juste une petite pause ici pour vous dire que, en fait, j'ai dû reprendre une partie du tournage avec la première table tournante parce qu'elle s'est avérée défectueuse pendant les prises de vue. Je l'avais vérifié avant, mais l'antipatinage fonctionnait plus comme il devait fonctionner. Ça rendait les choses compliquées. Aussi, je donnais beaucoup de détails. Je trouvais que c'était trop complexe pour les besoins de ce format-là. Déjà que la vidéo était assez longue. Et puis en plus, après ça, j'ai essayé de récupérer au montage, mais c'était laborieux, ça marchait pas bien. Bref, je me suis tanné, j'ai décidé de reprendre cette partie-là avec une SL23. Donc, c'est pas la même table, mais vous allez voir, ça marche très bien aussi. Et puis, vous allez aussi remarquer que dans la deuxième partie, avec la deuxième table,
que je n'ai pas reprise. J'ai fait beaucoup d'accélérés justement pour passer rapidement sur ce que je trouvais qui était superflu. Alors, je vous laisse avec la suite. Donc, on a fait l'alignement, on a fait la force d'appui. Il nous reste à vérifier une petite chose qui est la hauteur du bras, qu'on appelle souvent à tort le VTA. VTA, c'est Vertical Tracking Angle. C'est passé dans le langage courant maintenant, on dit ça à propos de la hauteur du bras, mais en vérité, ce que ça décrit, il est encore là, il y a encore des subtilités, mais il est généralement admis que le VTA, c'est l'angle du cantilever par rapport à la surface du disque, qui est donc dans la même famille que le rake angle, qui est l'angle de l'aiguille, comme je le disais plus tôt, dans le sillon. Tout ça va ensemble. Mais donc, on dit souvent le VTA pour la hauteur du bras. Il s'agit simplement de vérifier que le bras est parallèle au disque quand on le met dessus. Préférablement en action, puisque la traction fait que le cantilever est un petit peu tiré vers l'avant, donc il s'abaisse une petite affaire. Là, on voit que le VTA est bon. Donc, je dis encore une fois VTA, et je vais sûrement l'utiliser encore une fois à tort, tout simplement parce que je l'ai dit, c'est passé dans le langage courant. Maintenant, le dernier réglage est un des plus importants, et en même temps aussi un des plus, je dirais, mal compris et mal appliqués, qui est l'anti-skating, l'anti-patinage. Pourquoi c'est mal compris? Déjà, souvent, on se méprend sur ce qui crée le patinage. Le patinage est en fait essentiellement créé par le fait qu'il y a un angle ici par rapport au pivot qui n'est pas le même que celui de la traction. La traction se fait dans ce sens-là. Le pivot ici est là. Donc, vous voyez qu'il y a deux axes différents. En traction, ça cherche à ramener ça en ligne droite. Cet angle-là, d'ailleurs, on l'appelle l'offset. Et c'est précisément parce qu'il n'y a aucun offset sur un bras tangentiel qui a zéro anti-skating sur un bras tangentiel. Il n'y en a pas besoin. Considérant aussi qu'il y a l'overhang. C'est une combinaison de ces deux effets-là. Mais en aucun cas, la force centrifuge ou même centripète n'est impliquée dans le phénomène de patinage. Pour que ce soit le cas, il faudrait que la tête soit également en rotation pour subir cette force-là, ce qui n'est absolument pas le cas. La tête est attachée à un point fixe. La seule chose qui tourne, c'est le plateau. Ce qu'il faut faire, en général, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut accorder la graduation de l'antipatinage avec la force d'appui qu'on a utilisée. Moi, je n'aime pas cette méthode-là pour au moins deux raisons. C'est que d'abord, les graduations ne sont pas sur toutes les tables tournantes. Il y a des antipatinages qui fonctionnent avec des aimants ou avec des contrepoids comme un pendule où il n'y a aucune graduation. Et puis, il y a aussi le fait tout simplement que cette correspondance-là n'est pas automatique. Oui, plus il y a de force d'appui, plus il faudra d'antipatinage, mais la correspondance exacte n'est pas obligatoire. Donc, on va commencer par faire un test, c'est-à-dire qu'on va mettre l'antipatinage à 0. On va voir qu'est-ce qui se passe. Là, on voit qu'il va rapidement vers le centre. Ce que j'ai ici, je ne l'ai pas mentionné au début, c'est un disque avec une surface vierge, c'est-à-dire que c'est la quatrième face d'un disque d'Alabama Shakes qui s'appelle Sand and Color. Excellent disque en passant, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas déjà. La quatrième face est absolument vierge. Il n'y a pas de hatching, il n'y a pas rien. Alors, si vous voyez des micro-rayures dessus, c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé pour cette fonction-là, mais il n'y a pas de sillon là-dedans. Il n'y a rien. Les rayures que vous voyez sont absolument superficielles et n'influencent pas le test que je suis en train de faire. Ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'il y a un petit peu... On va enclencher le mécanisme, c'est qu'il y a un petit peu de résistance vers la fin et il va pas... Normalement, un bras tout à fait libre, s'il n'y avait aucun antipatinage, il irait plus vite que ça vers le centre. Petite précision ici, c'est pas un défaut mécanique qui arrive avec le bras, ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est quelque chose qu'on voit à l'occasion. Il y a la couette de fil qui passe dans le bras, des fois offre une petite résistance, c'est très léger, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est pas suffisant pour compromettre la suite des choses. Simplement, ça ajoute d'office un petit peu d'antipatinage. Donc, ça apporte de l'eau aussi à mon moulin quand je dis qu'on ne peut pas vraiment se fier à ces graduations-là, puisqu'il y a une part aléatoire à cause de ça. Donc, mais ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y aille tout lentement.
Alors voilà, on dit souvent que si on fait ce genre de test-là, il faut que l'aiguille reste immobile, que le bras reste immobile. Encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça pour une simple raison, c'est que le sillon, normalement, il part de l'extérieur et il va vers l'intérieur, donc il avance vers le centre. Si le bras est totalement immobile, ça veut dire quelque part qu'on crée une petite résistance du côté extérieur. Donc moi, je suis partisan de la méthode où on va doucement vers le centre. Ça, c'est pas mal. Voilà. Moi, je trouve ça convenable. Maintenant, de toute façon, il faut savoir aussi une chose, c'est que le patinage, la traction sur l'aiguille qui crée donc l'effet de patinage, dépend aussi de la modulation qu'il y a dans le sillon. Si vous avez un passage très très doux versus, par exemple, un fortissimo d'orchestre symphonique, la modulation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus chargée, donc plus accidentée, donc elle crée plus de traction. Donc, il y a plus de phénomènes de patinage normalement. Le patinage est un phénomène variable, en fait. La méthode du disque vierge, sans sillon, fonctionne très bien. Tout simplement parce que c'est une moyenne de toute façon. L'antipatinage, vous serez ultimement appelé à le régler à l'oreille, tout simplement, avec un disque que vous connaissez bien, qui a des passages plus critiques au niveau de la distorsion, avec beaucoup de voix, par exemple, avec des sibilantes. Ça va être très utile pour faire ça. Et le signe est très simple, c'est que si vous avez une distorsion dominante sur un canal ou sur un autre, c'est que votre antipatinage n'est pas encore assez bien réglé. Et la vérité vraie, c'est uniquement comme ça, à mon avis, que vous allez l'avoir. Par exemple, si vous avez un peu de distorsion à gauche, c'est que vous perdez contact avec le flanc gauche du sillon, qui est le flanc intérieur, qui est le flanc. Ça correspond exactement à ce qu'on a en face de nous quand on regarde le tourne-disque. Donc, ça veut dire que vous avez trop d'antipatinage. Si vous avez de la distorsion à droite, c'est-à-dire que vous perdez contact avec le flanc droit du sillon, c'est que vous avez pas assez d'antipatinage. Le bras pousse trop vers le centre. Si vous avez un niveau de distorsion égal des deux côtés, ou pas de distorsion idéalement, c'est ce qu'on cherche à avoir, mais ça arrive qu'il y en a malgré tout. Et s'il y en a, vaut mieux qu'elle soit égale des deux côtés. La vérité vraie sur l'antipatinage, c'est à l'oreille que ça se décide. Tout le reste, ce sont des moyennes pour vous approcher du meilleur réglage possible, mais juste dire on le met là ou on fait comme ça et puis ça se comporte bien, c'est suffisant, on n'en parle plus. Ça risque de ne pas être tout à fait vrai. Soyez attentifs. Sortez un casque puis écoutez attentivement avec les écouteurs s'il faut. C'est du fine-tuning, c'est vraiment de l'ajustement fin rendu là. Alors, une fois que ça c'est fait, vous avez fait le tour de la question, c'est terminé, tout simplement. Allez-y, écoutez des disques, ayez du plaisir. Hé, partez-moi tout de suite, c'est pas terminé. Donc, nous l'avons rendu à l'installation de la deuxième cartouche sur la deuxième table. J'ai expliqué au début pourquoi deux tables. Je refais un tour rapide là-dessus. On a un entraînement à courroie ici avec un bras droit monocoque, un contrepoids pour l'anti-skate. Et puis, on va avoir aussi, juste pour le plaisir de se compliquer la vie, une cellule avec un montage vis et écrou. Il n'y a pas de filet dans le corps de la cartouche qu'on va installer maintenant. Donc, on y va avec ça. On a actuellement une Ortofon 2M rouge qui est installée dessus. Rien de problématique avec, mais le but de l'exercice étant de remplacer la cartouche, on va la retirer d'abord. Ici, c'est une table Heat Prelude qui est une compagnie sœur de Project. Les bras qui sont dessus, c'est des bras essentiellement Project avec le même câblage qui a la particularité d'être fragile. Donc, et en plus, pour ajouter au plaisir, on a sur la série 2M de Ortofon les pins qui sont très proches les unes des autres, ce qui complique un petit peu le travail. Donc, on enlève les clips très délicatement. Première étape, voyez-vous, j'en ai un qui glisse ici, il va me faire chier un petit peu. Voilà, le vert. Les clips sont enlevés, ça va bien.
J'insiste là-dessus parce que ces fils-là sont délicats et puis quand ça casse, c'est vraiment chiant de ressouder un clip en place. Le fil est difficile à skinner. Donc, d'autant plus prudence. Surtout que ceux-là, ils sont pas reliés à une coquille, donc on peut pas juste remplacer cette section-là. S'il arrive quelque chose, par exemple, le fil briserait plus proche du bras, il faudrait recabler tout le bras, ce qui est particulièrement emmerdant. Alors, donc, on ferme la parenthèse là-dessus. On va mettre de côté cette cartouche. Ah, vous voyez, c'est ça, hein? Lui, il y a le filet intégré, mais celle qu'on va mettre ne l'a pas. Mais c'est, à mon avis, une meilleure cartouche. Pour une meilleure table, de toute façon, c'est bien. Il y a une pointe ML Microline, qui est le même type de pointe qu'on a vu précédemment avec la cartouche VM 95. Mais sur un cantilever de meilleure qualité et monté sur une cartouche de meilleure qualité, qui a une meilleure séparation de canaux, une meilleure dynamique aussi. Alors, ah non, on va pas fermer ça tout de suite. On a aussi la petite quincaillerie à aller chercher ici. Et puis, voyez-vous, ils sont gentils pour ceux qui ont des coquilles détachables. Vous avez même des petits câbles de remplacement avec un micro-tournevis et une petite brosse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la quincaillerie. On va aller chercher ce qu'on a besoin là-dedans. En fait, on va ranger tout ça tout de suite. Ici, vous voyez, elle est montée sur un petit support de présentation. On va retirer l'aiguille qui a son protecteur intégré, vous voyez. Il est dessus déjà. Vous avez qu'à le basculer. Voilà. Donc... Bon, là, ici, je passe vite parce que ces bras-là ont une série de contrepoids qui peuvent venir avec, dépendant du poids de la cartouche que vous mettez dessus. Là, j'en avais juste un, donc j'ai rajouté une pesée, une petite chime en avant. Je vous épargne tout le gossage que ça a été pour le faire. Et là, vous me direz, mais tu te ferais moins chier si tu mettais la vis par en dessous et l'écrou par en haut. Et vous auriez raison. Mais il se trouve que je trouve pas ça beau. J'aime pas ça. Alors, je le fais pas. Je me casse le cul à le faire dans la position qui me plaît. Et puis, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça, c'est parce que moi, je suis maniaque. Voilà. On va s'enligner de l'autre côté. Là, si j'étais intelligent, je travaillerais en enlevant l'aiguille, ça va aller mieux. Pour aller installer le deuxième écrou. Voilà. On a une cartouche qui est en place. Légèrement serrée, mais pas trop, parce qu'on va faire le même genre d'ajustement que sur l'installation précédente. Donc, on va devoir bouger la cartouche pour arriver au bon alignement. Donc, on se garde une marge de manœuvre. Voilà, ça c'est bien. Voyez-vous, c'est ferme, mais ça bouge. C'est ce qu'on veut pour l'instant. On va faire les branchements. Alors, celle-ci, contrairement à la version 95, a un code de couleur pour les branchements. C'est plus pratique, c'est visuellement plus facilement repérable. Voilà. 4 clips de posés. On va remettre l'aiguille. Là, on va faire une pesée approximative. On est au 3,65, on va réduire ça. « 1,80 ». Donc, on corrige pour 2 grammes. Voilà, pile poil 2 grammes. C'est bon. Et là, ben, on y va pour l'alignement.
Même chose. On a les deux grilles. On va aller voir ça. Et là, on est aussi en train de s'apercevoir de quelque chose. C'est que l'azimut ne semble pas idéal. Alors, des fois, c'est ça, hein? Il y a des circonstances où l'aiguille, le cantilever, le groupe aiguille-cantilever étant un petit peu plus en retrait sur la cartouche, la visibilité est moins bonne, ça peut être un peu plus compliqué. Il faut faire l'effort de le faire, de bien observer, de se mettre un meilleur éclairage s'il faut. Bon, là, j'ai travaillé un petit peu à l'envers, dans le sens où j'ai complété l'alignement malgré un azimut faussé. Mais c'est tout à fait faisable, en fait, puisqu'on ne travaille pas dans le même axe. Bon, c'est bon. C'est bon, mais là, on remarque ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que l'azimut, lui, n'est pas bon. Qu'est-ce que l'azimut? C'est l'angle horizontal sur ce plan-là. Si je mets le disque qui teste ici, on va voir. On va mettre sur un lock groove, c'est comme ça. Hop là. Bon, attendez, on va en profiter avant de faire ça pour mettre l'antipatinage. Alors, l'antipatinage, il se règle, il y a 3 petites encoches sur la tige ici. Alors, plus on est proche du point d'attache, moins il y a de force d'antipatinage, et plus on s'éloigne, plus il y en a. C'est un effet de levier. Donc, il y en a encore beaucoup. Mais là, ce qu'on voit, et vous le voyez à cette image-là, c'est que le bras, la cartouche est inclinée vers la gauche, elle descend vers la gauche. Donc, c'est très important l'azimut. Même à la limite, moi, je trouve ça plus important que le VTA, c'est-à-dire la hauteur du bras. Vous avez le sillon. Et dans ce sillon-là, vous avez l'aiguille. Alors, c'est cette position-là ici, latéralement. Et quand elle est vraiment à sa place, bien droite, c'est assez évident. Si vous avez la chance d'avoir déjà travaillé avec une table qui a une azimut qu'on peut ajuster pendant l'écoute, comme une well-tempered classique, c'est assez amusant parce qu'on joue avec et à un moment donné, on tombe pile poil dessus et ça devient limpide. L'image se place de façon exemplaire là, au niveau de la profondeur, du focus, tout tombe en place. C'est vraiment... On peut pas le manquer, quoi. Maintenant, quand on le fait comme ça, avec un ajustement visuel, où on ne peut pas le faire pendant que ça joue, ben, la méthode du miroir fonctionne. Moi, j'appelle ça la méthode du miroir, c'est la plus simple, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Il y a des appareils pour ça, le Phosigometer, il y a le système Analog Magic aussi, mais c'est des systèmes qui sont chers. Si vous ne faites pas ça sur une base régulière ou si vous n'êtes pas professionnel, il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter ça. Il se vend aussi des espèces de blocs en acrylique transparent avec des grilles de repérage. Moi, j'aime pas beaucoup ça pour 2 raisons. C'est que, d'abord, la surface de repérage est très étroite. Donc, on peut facilement se tromper à la lecture. Il y en a qui viennent avec des espèces de tiges qu'on peut mettre dessus pour augmenter justement la surface de lecture. Mais bon, c'est un truc à mettre en plus dessus. C'est pas nécessairement parfait non plus. L'autre chose, c'est que les disques ont un rebord. Ça remonte sur la périphérie et au niveau de l'étiquette. Ça, c'est fait au pressage pour que les surfaces gravées ne se touchent pas entre elles si on empelle des disques. Donc, si vous utilisez ce bloc-là, la plupart du temps, moi, j'ai vu énormément de gens qui utilisent ça et qui le cotent sur le bord du disque. Évidemment, vous n'êtes plus sur la surface puisque vous êtes sur le rebord. Vous êtes déjà faussé en partant. Alors qu'il y a une méthode qui est toute simple, qui est celle du miroir. Vous regardez l'image de la cartouche en reflet sur le disque et vous voyez si c'est droit. C'est simple. Là, on sait que ça ne l'est pas, donc on va corriger ça. Et là, j'en entends qui me disent « Oui, mais qu'est-ce qui te dit que ton aiguille est plantée droit sur le cantilever d'abord? » Rien, effectivement. Rien, sinon l'expérience qui m'a montré
Ça fait quoi, 20 ans au moins que je joue avec des cartouches régulièrement, 13 ans que je fais ça professionnellement. Je suis pas encore tombé sur un azimut qui soit faussé au point qu'on ne puisse pas se fier au truc du reflet. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ça marche, même si, effectivement, en théorie, il n'est pas du tout exclu, parce que je sais que c'est arrivé, on s'est documenté aussi, qu'il y avait des diamants qui étaient mal montés. Là, vous voyez qu'on a un reflet qui est droit par rapport à la cartouche. On a une indication que ça, c'est bon. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Comme je vous dis, vous pouvez aller plus loin. Il y a des méthodes. Il y a même une méthode de lecture qui existe que Michael Framer avait publié à un moment donné dans un article qui permet de se passer d'instruments sophistiqués. Il suffit d'un multimètre, mais c'est assez complexe à faire. Cela dit, quand on fait des installations haut de gamme, on a le Phosgometer et on va l'utiliser juste pour être certain. Parce que si on doit corriger l'azimut ici en fonction d'un diamant qui est croche, ça veut dire qu'au final, l'image ne sera pas droite puisqu'il faut faire une correction. Et j'ai encore jamais vu ça arriver. Donc, la loi de la moyenne joue en faveur, disons, de la méthode du reflet. Mais évidemment, je le répète, si on veut être absolument certain, à ce moment-là, il faudra faire une lecture électronique. Voilà. Donc, on a un azimut qui est corrigé, on a un alignement qui était complété, on a la force d'appui qui est vérifiée aussi. Et pour finir, une dernière chose qu'on va vérifier, c'est le VTA. Et on est pas mal là en ce moment. Si ça n'avait pas été le cas, on a deux vis d'ajustement ici derrière qui nous permettent d'ajuster la hauteur du bras. Donc voilà, ça va bien de ce côté-là. C'est terminé. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la toute première vidéo de la chaîne Disque et Tourne-Disque. J'espère, malgré sa longueur, qu'elle vous aura été utile. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air. Et sinon, on se voit pour une prochaine vidéo dans laquelle on s'attardera à identifier les éléments clés quand on achète un tourne-disque usagé. Merci, à la prochaine!